Bonjour. Aujourd'hui est sorti le sujet 1 du bac, métropole 2022. Donc c'est la toute première fois qu'on a un format de ce type en, 4 exercices avec, 3 exercices à choisir c'est vraiment la première fois qu'on a un vrai sujet de, spé mathématiques, depuis, que cette réforme est mise en place. Le but, c'est de faire une analyse du sujet, d'en faire un corrigé de, pouvoir, donner, l'ensemble des informations vous permettant d'avoir la meilleure note possible. On peut supposer, au vu du sujet de Polynésie 2022 sorti la semaine dernière, que le sujet 2 qui sortira demain aura énormément de ressemblances avec ce sujet numéro 1. Quand je regarde ici vite fait l'ensemble des exercices, nous avons un premier exercice où on voit que c'est une étude de fonction, assez classique. On tourne un tout petit peu, on voit qu'il y a un petit mélange avec des suites. Donc, premier exercice, mélange suite-fonction. Exercice 2, un exercice de géométrie dans l'espace, assez classique. J'ai l'impression de revoir le même type de questions que ce que l'on a vu dans les problèmes précédents. Exercice 3, on arrive sur le grand classique, les probabilités, où vous savez déjà ce qu'il faut faire. Déjà à l'avance, je peux vous prédire quasiment chacune des questions. L'exercice 4, un QCM, noté sur 7 points à 6 questions. Encore une fois, il faut m'expliquer pourquoi on fait un QCM à 6 questions notées sur 7 points. Mais bon, je perdrai mon temps à râler une prochaine fois. C'est parti pour la correction. Je le fais en direct. Je n'ai absolument pas regardé le sujet à l'avance. On se place dans le cadre d'un essai clinique, exercice type médical, où on souhaite évaluer 2 protocoles de traitement d'une maladie. L'objectif, merci, il manque un petit espace ici, de cet exercice, c'est d'étudier l'évolution de la quantité de médicaments présente dans le sang d'un patient en fonction du temps. Je vous rappelle qu'encore une fois, si vous n'avez pas compris ce qui est raconté là, c'est pas grave, on enchaîne. Les parties A et B sont indépendantes, c'est important, ça veut dire que si vous galérez dans la partie A, vous avez le droit de commencer la partie B. Premier protocole, vous avez un médicament sous forme de comprimé, blablabla. Vous avez une fonction définie sur l'intervalle 0,10 par f de t égale 3t exponentielle moins 0,5t plus 1, où t désigne le temps exprimé en heures. Surlignez bien ici le mot heure pour bien savoir ce que représente t. On admet que f est dérivable, on note f' sa fonction dérivée, montrez que pour tout nombre t, f' de t est égal ceci. Vous repérez que la fonction f est de la forme u fois v, avec u est égal à 3t et v égale exponentielle moins 0,5t plus 1. La dérivée de 3t, c'est 3. La dérivée d'exponentielle moins 0,5t plus 1, c'est une exponentielle de u. Vous mettez le u' devant, moins 0,5 exponentielle moins 0,5t plus 1. Vous appliquez bêtement la formule. Je vous rappelle f' égale u'v plus v'u. Je me contente de remplacer. Immédiatement, sans trop réfléchir, vous factorisez par l'exponentielle et vous terminez en simplifiant vite fait ce qu'il y a dans les parenthèses, ce qui vous donne ce résultat-ci. Alors on regarde par rapport à la réponse qui est attendue. Alors l'exponentielle en facteur, très bien. Alors les parenthèses, c'est pas exactement ça, mais vous avez un facteur 3 en premier. Là ici, j'ai juste une factorisation par 3 à faire pour avoir le bon résultat. Vous avez le droit d'y aller un tout petit peu au bluff en passant directement à la factorisation qui vous est demandée. On vous demande d'en déduire le tableau de variation de la fonction f sur intervalle 0,10. Tout va bien. Une exponentielle, c'est positive. Le 3, c'est positif. Il faut juste étudier le signe de ce truc-là. Vous pouvez faire une ligne où vous résumez le 3 exponentiel en disant que c'est toujours positif. Le 1 moins 0,5t, on va considérer qu'il est trivial que pour t égale 2, vous avez 1 moins 0,5t qui fait 0. C'est une fonction affine décroissante, donc d'abord positive puis négative. Avec votre calculatrice, vous pouvez vous rassurer. Vous en déduisez le signe de f' rapidement et donc les variations de f. On peut se demander s'il y a pertinence à remplir ici les différentes valeurs, calculer f de 0, f de 2, f de 10. Je considère que la question C me répond un petit peu à cette question. À la question C, on vous demande, selon cette modélisation, au bout de combien de temps la quantité du médicament présente dans le sang du patient sera-t-elle maximale? Quelle est alors cette quantité maximale? À l'aide du tableau de variation, vous voyez bien que ce maximum est atteint pour t égale 2. Donc on se rappelle que t est en heures. Donc la quantité de médicaments présent dans le sang de patient sera maximale au bout de 2 heures. Elle sera égale à f de 2. Vous calculez f de 2 et vous n'oubliez pas l'unité de la réponse. Donc on retourne un petit peu dans l'énoncé pour se rappeler en quoi est exprimée cette quantité. Dans l'énoncé, c'est indiqué qu'elle est exprimée en milligrammes. Donc elle sera égale à 6 milligrammes. Question 2a.
À peine, je lis le début de l'énoncé que l'on sent tout de suite le théorème des valeurs intermédiaires avec une, équation dont on vous demande une unique solution sur l'intervalle 0,2, de prouver qu'il n'y a qu'une unique solution. Je vous rappelle la rédaction du théorème des valeurs intermédiaires. Alors rédaction, l'une des rédactions possibles. La condition indispensable est de rappeler que la fonction est continue. Alors là, ici, c'est seulement sur l'intervalle 0,2 que nous travaillons. Donc elle est continue en tant que produit de composés de fonctions continues. On peut accepter la phrase «est continue» car on sait qu'elle est dérivable, même si c'est un contresens mathématique de parler de la continuité après la dérivabilité au niveau démonstration. Elle est continue et strictement croissante. Donc, il faut préciser que vous connaissez son sens de relation et donc, si jamais, vous oubliez de préciser, la raison de pourquoi est-ce qu'elle est continue, c'est pas grave, normalement, ça ne devrait pas être trop sanctionné. Il faut préciser donc que, en plus d'être continue strictement croissante sur cet intervalle-là, quelles sont les valeurs par lesquelles elle passe? Alors je sais que ça va jusqu'à 6. Par contre, je n'ai pas calculé f de 0. Je répare ça rapidement. Vous trouvez assez rapidement f de 0 égale 0, donc ça veut dire que votre fonction a ces valeurs qui vont, aller de 0 à 6. Or justement, vous, voulez, résoudre l'équation, f de x, f de t égale 5. Donc la valeur 5, vous pouvez affirmer que c'est une valeur qui est dans l'intervalle des valeurs obtenues. Ça veut dire que vous êtes sûr de passer par la valeur 5 ici, et en plus, comme la fonction est strictement croissante, vous êtes sûr de n'y passer qu'une seule fois. Donc, selon le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliqué aux fonctions strictement monotones, l'équation f de x égale 5 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0,2. Donc, on vous dit ensuite qu'il y a une autre solution qui s'appelle bêta, qui est sur l'intervalle de 10. On vous demande de trouver la valeur approximative de alpha à l'aide de votre calculatrice, que ce soit avec la Numworks ou avec la TI. Avec la Numworks, vous pouvez tout simplement aller rentrer donc votre fonction qui est, je rappelle, 3t multiplié par exponentielle moins 0,5t plus 1. Donc malheureusement que la fonction ne reconnaît que la valeur x. Alors je m'embête pas plus que ça, je vais aller je peux aller directement sur le graphique. Je peux aller sur le petit menu calcul ou tout simplement appeler sur exe. Je peux demander à calculer les antécédents de la valeur 5. Hop, j'en ai un ici qui fait à peu près 1,022. J'en ai un autre ici qui fait à peu près 3,462. Nous, on veut celui qui est entre 0 et 2, c'est donc 1,022 environ. Sur la calculatrice TI, vous pouvez faire quelque chose d'approximativement pareil. Là, ici, j'ai tapé ma fonction. Alors, je vais juste taper une fonction y2 qui sera égale à la valeur que je veux, donc 5. Je vais sur le graphique pour visualiser rapidement. Et je vais utiliser le mode calcul qui est ici, donc seconde calcul. Et je vais demander l'intersection entre, donc du coup, donc, la première fonction, la bleue, elle est déjà sectionnée, et la fonction rouge. Alors, valeur initiale, donc je vais chercher les valeurs à partir de 0, tout bêtement. Et donc, première intersection à 1,022 environ. Et normalement, si vous voulez la deuxième solution qui est ici, il faut que je recommence, que je reprenne intersection, que je valide donc la courbe bleue, la courbe rouge, et que je dise que je cherche une valeur qui est après 2. Comme ça, il se met donc la valeur après 2, qui est 3,46. Et donc alpha qui fait à peu près 1,02, donc on voulait 10 puissance moins 2 près, donc deux chiffres derrière virgule. On considère que le traitement est efficace lorsque la quantité du médicament présent dans le sang du patient est supérieure ou égale à 5 mg. Déterminer à la minute près la durée d'efficacité du médicament dans le cas de ce protocole. Donc il faut comprendre le lien avec la question précédente. Donc à la question précédente, vous avez trouvé alpha et bêta, les valeurs qui vous permettent d'être à 5 tout pile. On vous dit qu'il faut que vous soyez supérieur ou égal à 5 mg. Donc ça veut dire que vous devez être dans cette zone-là. Donc dans cette zone-là, vous devez être entre alpha et bêta. Donc entre alpha et bêta, il faut savoir à combien de temps ça correspond. Vous faites donc la soustraction entre les deux, donc bêta moins alpha, donc qui va faire à peu près donc 3,46 moins 1,02. Petit reproche, c'est que vous avez besoin du 1,02 pour pouvoir faire le calcul. Ça nous fait à peu près 2,44, mais c'est 2,44 heures. Donc nous, on veut à la minute près. Donc nous allons faire un petit calcul. Pour transformer les heures en minutes, vous avez juste à faire fois 60. Et bon, je fais à nouveau un arrondi, hein, vu qu'ils me permettent de dire à la minute près. Donc de 146 minutes.
Vous pouvez retraduire derrière par 2 heures et 26 minutes si vous le souhaitez. J'enchaîne la partie B qui, je rappelle, n'est censée ne rien avoir à voir avec la partie A. La partie B commence par un beau tas de blabla sur lequel on vous explique un petit peu comment calculer ce qui se passe ici. On vous dit que vous avez une dose de 2 milligrammes au tout début, que vous allez et que toutes les heures vous allez réinjecter une dose de 1,8 milligrammes. Cependant, on suppose qu'il y a une partie du médicament qui se dissipe à chaque fois. Qu'au bout d'une heure, il y a 30% du médicament présent qui est censé disparaître. On modélise la situation avec une suite UN, on commence à U0 égale 2, parce que je vous rappelle qu'au tout début, on a 2 milligrammes de médicament. Donc personnellement, je ne supporte pas ce type d'énoncé qui est tellement facile que en fait, ça devient compliqué d'expliquer pourquoi est-ce que l'on a cette réponse-là. Bon, je vais gérer les questions 1 et 2 en même temps. Donc on me demande de calculer U1. Donc on perd 30%. Perdre 30%, diminuer 30% revient à multiplier par 0,7. On vous dit ensuite qu'on réinjecte 1,8 g à la quantité restante. Donc ces deux phrases suffisent à justifier que UN plus 1 est égal 0,7 fois UN plus 1,8 et je me permets de l'appliquer immédiatement sur U1, donc en faisant 0,7 fois U0 plus 1,8, ce qui va donc me donner 3,2 et je fais une petite phrase réponse pour faire plaisir donc à la question 1. Donc au bout d'1 heure, j'ai bien 3,2 grammes donc de médicaments dans le sang. Donc petit appel aux concepteurs de sujet, arrêtez de faire ce genre de questions. C'est bon, les élèves s'embrouillent avec le fait d'avoir une question qui au final est excessivement simple et hésitent sur la façon dont ils doivent le justifier parce qu'au final, c'est juste du paraphrasage de l'énoncé. Donc j'enchaîne ici. Donc question numéro 3. On a une petite récurrence à faire. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a un plus petit ou égal à n plus 1 plus petit que 6. Pour cette récurrence, je vais me permettre d'introduire une fonction. Donc une fonction affine, la fonction affine qui a x associe 0,7x plus 1,8, définie sur R, qui est une fonction continue et croissante, strictement croissante même. Là ici, pour faire mon hérédité, ça va aller super vite du coup. Bon, bien sûr, il faut initialiser. Vous avez U0 égale 2, U1 égale 3,2, déjà calculé avant. J'ai bien U0 plus petit que U1 plus petit que 6. L'inégalité est vérifiée pour n égale 0. J'enchaîne avec l'hérédité. Je vous rappelle que je pars d'une hypothèse de récurrence. Je suppose qu'il existe un certain n entier naturel tel que Un plus petit que n plus 1 plus petit que 6. Donc dans ce cas-là, vous avez le droit de dire que f de Un va être plus petit que f de Un plus 1, va être lui-même plus petit que f de 6. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Tout simplement parce que j'ai utilisé une fonction f qui est croissante. Or, vous savez que f de Un, c'est Un plus 1. Vous savez que f de Un plus 1, c'est Un plus 2. Et vous pouvez calculer rapidement f de 6, qui est exceptionnellement tout pile égal à 6. Donc les concepteurs d'exercices n'ont même pas fait l'effort de réfléchir à mettre une valeur un petit peu différente que la borne qui était mise ici. Vous en déduisez que la propriété est héréditaire sur n et vous n'avez plus qu'à écrire votre conclusion. Vous avez montré par récurrence que pour tout n entier naturel, on a un plus petit que n plus 1 plus petit que 6. On vous enchaîne du coup avec le fait que est-ce que la suite est convergente? Vous montrez que pour tout n, un est plus petit que n plus 1, donc la suite un est croissante, et elle est majorée par 6. Or, une suite croissante et majorée est forcément convergente vers une limite que je vais appeler L. Juste pour information, ce théorème s'appelle le théorème de convergence monotone. Le nom de ce théorème n'est pas exigible, donc du coup, c'est pas grave si vous ne l'avez pas mis, vu que le nom du théorème n'est pas dans le programme. On vous demande ensuite de déterminer la valeur de L. C'est bien entendu l'utilisation du théorème des points fixes. Au passage, petite remarque encore une fois au concepteur du sujet, faire un théorème du point fixe sur une suite arithmético-géométrique, c'est franchement quelque chose qui n'est pas très pertinent. Surtout que dans la question 4, on va déterminer l'expression de la suite UN et qu'on pourra très bien trouver la limite en utilisant l'expression de UN. Donc vraiment, ce type d'exercice, c'est à éviter dans un sujet de bac, ça n'a aucun intérêt. Petite remarque personnelle. Vous avez trois conditions à ce théorème. La première condition, c'est d'avoir un plus 1 est égal f de un pour n'importe quel entier naturel.
Je précise ensuite sur quel intervalle se trouvent les UN. Alors, ils sont tous plus petits que 6 selon la question précédente, et je sais qu'elles sont plus grandes que 2 parce que vous commencez à U0 égale 2, et vous savez que UN est croissante. La deuxième condition, c'est que cette fonction f soit continue. J'ai déjà dit qu'elle était continue, c'est une fonction affine. Continue sur un intervalle qui contient toutes les valeurs UN, bien entendu. Et dernière condition, c'est que vous soyez sûr que f est convergente. Une fois que vous avez ces trois conditions, vous pouvez affirmer que selon le théorème du point fixe, L est solution de l'équation f de x égale x, je précise, sur, encore une fois, l'intervalle que vous êtes en train d'étudier, c'est-à-dire 2, 6. Donc, c'est parti, résolution d'équation. Je vous fais la résolution rapide, même si je peux vous rappeler que tout à l'heure, vous aviez déjà calculé f de 6 et que vous aviez trouvé 6. Donc, vous connaissiez déjà une solution f de x égale x. Bon, il fallait juste s'assurer qu'il n'y ait pas de deuxième solution possible. Je vous invite à faire une éventuelle pause si vous le souhaitez pour vérifier la résolution de l'équation f de x égale x. On vous demande d'interpréter le résultat donc, dans le cadre de l'exercice. C'est juste à vous rappeler que UN représente la quantité de médicaments présents dans le corps du patient et donc elle va tendre vers 6 mg. Terminé pour la question 3. J'enchaîne avec la question 4. On me demande de montrer qu'une suite VN, suite intermédiaire, et une suite géométrique. Donc vous savez que la méthode est d'étudier Vn plus 1 et de réussir à l'écrire sous la forme quelque chose soit Vn. Alors Vn plus 1, je remplace, c'est égal à 6 moins Un plus 1. Un plus 1, je connais sa formule. 6, donc moins Un plus 1, je vais la chercher, c'est 0,7 Un plus 1,8. Vous simplifiez un tout petit peu, donc moins 0,7 Un plus 4,2. Et donc là, ici, en plus, on vous annonce la raison voulue, donc vous factorisez par 0,7. 0,7 Un, moins Un, plus 4,2 divisé par 0,7, si vous voulez le petit détail. Le 4,2 sur 0,7 vous donne 6, et vous retrouvez avec 0,7 facteur de 6 moins Un, c'est-à-dire 0,7 facteur de Vn. Conclusion, N est bien géométrique de raison 0,7 et de premier terme V0 qui est égal à 6 moins U0, 6 moins 2, qui fait 4. Vous enchaînez avec les questions suivantes à toute vitesse, vu que c'est toujours la même chose. N étant géométrique, on vous demande l'expression de Vn en fonction de n. Donc l'expression de Vn en fonction de n, vous partez de V0. Vu qu'elle est géométrique, vous multipliez à chaque fois par la raison que je note Q, et donc du coup, vous allez devoir le faire n fois. Vous remplacez les valeurs, c'est-à-dire 4 pour V0, la raison c'est 0,7, puissance n. Terminé pour Vn. On vous demande en même temps l'expression de Un. Rappelons-nous que nous avons normalement Vn qui est égal à 6 moins Un. On peut juste déplacer les termes pour dire que Un est égal à 6 moins Vn. Et c'est-à-dire en remplaçant que pour n'importe quel entier naturel n, vous avez Un qui est égal à 6 moins 4 fois 0,7 puissance n. Vous pourriez de nouveau recalculer la limite. 0,7 puissance n, nombre entre moins 1 et 1, ça va vers 0 quand vous le mettez à la puissance n. Fois 4, ça fait 0. 6 moins 0, la limite 6 est confirmée. On a une question assez classique. On vous dit qu'on arrêtera les injections lorsque la quantité de médicaments présente dans le sang du patient est supérieure ou égale à 5,5 mg. Donc, c'est-à-dire que vous voulez résoudre le problème UN supérieur ou égal à 5,5 mg. Donc, équation classique, vous déplacez le 6 de l'autre côté, vous divisez par moins 4. Je le fais assez rapidement. Donc, à un moment, je divise par moins 4, donc attention, division par un négatif, du coup, vous inversez le sens. Vous avez ici une puissance n dont vous voulez vous débarrasser. Vous connaissez la technique, il suffit d'utiliser un logarithme. Le logarithme de 0,7 puissance n sera inférieur à ln de 0,125. Je vous invite à faire un petit commentaire comme quoi vous avez le droit de faire ça, car vous savez que logarithme est une fonction strictement croissante et donc qu'elle conserve l'ordre. Donc, petit commentaire juste pour montrer que vous avez justifié les choses. Pourquoi on utilise un logarithme? Parce que le logarithme nous permet de passer la puissance devant. Donc vous avez n fois ln de 0,7 qui sera inférieur ou égal à ln de 0,125. Vous n'avez plus qu'à faire une petite division. Donc cette petite division, donc je divise donc par ln de 0,7. Attention,
ln de 0,7 est un nombre négatif. Donc sa division provoque de nouveau un changement d'ordre. Vous regardez vite fait ln de 0,125 sur ln de 0,7 sur votre calculatrice ce que ça donne. Je trouve à peu près 5,83, mais je me rappelle que je travaille sur l'ensemble des entiers naturels. Donc du coup, pour être supérieur à 5,83, donc c'est à partir de 6 que ça fonctionne. Je répète, je sais que je travaille sur n, c'est ça qui m'autorise à rester en équivalence. Je fais une petite phrase réponse. Nous effectuerons un maximum de 6 injections avec ce protocole. On peut faire une petite vérification pour se rassurer avec la NumWorks, donc en utilisant le module suite. Donc dans le module suite, vous allez rentrer donc la suite sous la forme un plus 1. Donc je rappelle 0,7n plus 1,8 de mémoire. Vous mettez U0 égale 2 et vous allez dans le tableau. Donc je vois que ici, c'est bien à partir de n égale 6 que j'ai dépassé le 5,5. Terminé pour cet exercice. Nous enchaînons avec un exercice 2, exercice donc de géométrie dans l'espace, où on vous donne très peu d'informations. On vous donne donc du coup un repère orthonormé, un point A avec ses coordonnées et une droite dont vous connaissez une représentation paramétrique. On vous dit dès le départ que A n'appartient pas à la droite D. C'est très gentil de vous le préciser. On vous demande donc juste de la lecture, les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D. Je n'ai strictement pas à justifier, la droite D est ici, j'ai un vecteur directeur de -1, 2. On vous demande de vérifier qu'un point B, donc pour des coordonnées données, donc -1, 3, 0, appartient à la droite D. Alors, deux méthodes. Soit vous résolvez une équation et vous cherchez la valeur de t, donc soit vous pouvez essayer de vous dire, ben tiens, quel t suffirait pour que vous ayez ce point-là. Donc ben là ici, je vois 1 plus 2t, ben je me dis je dois faire 1 moins 2, ben si je prends t égale -1, ça suffit. Donc très rapidement, pour répondre à cet exercice en mode type back, je vais dire pour t égale -1, je calcule les coordonnées x, y, z en utilisant les équations qui sont là. Donc remplaçant t par -1, je trouve -1, 3, 0, ce qui correspond aux coordonnées du point B. Ça confirme que B appartient à D. Bon, si jamais vous n'avez pas trouvé la valeur de t de cette manière-là aussi évidente, vous pouvez tout simplement résoudre les équations. Donc 1 plus 2t pour réussir à avoir -1, 2 moins t pour réussir à avoir 3, 2 plus 2t pour réussir à avoir 0. Bon, là ici, ce sont des équations assez faciles. Vous trouvez t avec la première équation et vous vérifiez juste qu'il n'y a pas de contradiction avec les deux autres. Et ce sera terminé. Donc là ici, normalement, ce n'est pas utile. Je vais passer directement à la question C. On me demande un produit scalaire, c'est rapide. J'ai juste besoin des coordonnées du vecteur AB, donc de A vers B, de -1 vers -1. Bon, donc du coup, ici, j'ai 0. De 1 jusqu'à 3, j'ai plus 2. De 3 jusqu'à 0, j'ai -3. Coordonnées du vecteur AB, c'est fait. Donc maintenant, pour faire le produit scalaire, donc vous devez faire AB scalaire U, donc 0 fois 2, j'ai pris le x de AB fois le x de U, plus 2 fois -1, plus -3 fois 2. Vous calculez ceci, donc 0, -2, -6, c'est égal à -8. Terminé pour cette question. Question numéro 2. Cette fois-ci, on se concentre sur un plan. On vous donne un plan qui passe par le point A, vous connaissez un point, qui doit être orthogonal à la droite D. Donc je passe les questions suivantes pour le moment. On vous dit que vous souhaitez montrer que le plan P admet une équation cartésienne 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. Donc déjà, les petits rappels. L'équation cartésienne de plan, c'est bien de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Avec précision, le vecteur constitué de a, b et c, qui sont du coup les coordonnées d'un vecteur normal au plan. Un vecteur normal au plan, justement, j'en connais un parce que l'on vous dit que ce plan doit être orthogonal à la droite D. La droite D est orthogonale au plan P. La droite D est dirigée par le vecteur U qu'on avait donné ici. Donc le vecteur U est un vecteur normal au plan. J'ai donc le droit, pour le petit a, petit b, petit c, de remplacer par 2, moins 1, 2. 2x, moins y, plus 2z, plus d égale 0. Il me manque juste le petit d. Or, vous savez que vous avez un point sur ce plan. Vous savez que le point A, il est sur ce plan. Donc si j'applique cette équation avec les coordonnées de A, vous allez pouvoir trouver la valeur de D. Donc je remplace juste les coordonnées, donc j'ai vu assez vite, hein. Moins 2, moins 1, plus 6, plus D égale 0. Donc XA, j'ai remplacé par moins 1, 2 fois moins 1, moins 2. YA, j'ai remplacé par 1, donc moins 1. Et le IZA, je l'ai remplacé par 3, donc 2 fois 3, 6. Vous trouvez la valeur de D,
Et aux surprises, ça correspond à la valeur qui était demandée, c'est-à-dire -3. Qui répond bien à la question. À la question petit b, on vous demande d'en déduire que le point H a pour coordonnées donc ces valeurs-là. Alors le point H, qu'est-ce que c'est? C'est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Donc H et qu'il appartient à l'intersection donc de la droite D et du plan P. Donc ça implique qu'il doit vérifier l'équation cartésienne que l'on a pour le plan P, ainsi que les expressions de la représentation paramétrique de D. En mélangeant tout ça, vous connaissez la technique, vous avez juste à prendre les x, y, z et les remplacer donc du coup dans l'équation cartésienne et vous allez trouver la valeur de t. Je vais le faire sur le côté pour m'éviter une lourdeur de rédaction. Donc 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. J'ai bien fait attention de ne rien oublier. Je cumule le tout. Le cumul me donne 9t plus 1 égale 0. Et donc je passe tout ce qu'il faut de l'autre côté. Ça fait t égale moins 1 neuvième. Donc un petit effort de calcul. Donc ici, pour le x, en utilisant le t égale donc du coup moins 1 neuvième, ça fait 1 moins 2 neuvièmes. 9 neuvièmes moins 2 neuvièmes, ça fait 7 neuvièmes. Donc 2 moins 1 neuvième, donc ça fait 18 neuvièmes plus 1 neuvième, ça fait 19 neuvièmes. Et ici, pour 2 plus, enfin moins 2 neuvièmes, ça me fait 16 neuvièmes. Vous pouvez écrire le détail des calculs si vous voulez, mais donc du coup, ça confirme bien les coordonnées du point. On vous demande d'en déduire la longueur AH. Donc pour ça, j'ai besoin des coordonnées du vecteur AH. J'essaye d'aller assez rapidement. Donc A, je rappelle que je vais de moins 1, donc du coup à 7 neuvièmes. Je peux vous écrire le détail de calcul si vous voulez, mais normalement c'est censé aller assez vite. Bon, je vous écris le détail quand même. Et les coordonnées de H moins les coordonnées de A. Donc ce qui m'amène 16 neuvièmes en abscisse. Donc ce qui m'amène 10 neuvièmes en ordonnée et ce qui m'amène moins 11 neuvièmes en altitude. Pour avoir la longueur, j'applique donc la formule pour calculer la norme de ce vecteur. Donc je mets chacune des coordonnées au carré et je prends la racine carrée du résultat. Vous pouvez confier le travail à votre calculatrice qui vous répondra racine de 53 sur 3. Ça peut se détailler bien entendu, mais ici on vous embêtera pas. L'important c'est que vous montrez que vous connaissez la formule. On enchaîne avec la question 3 où on veut retrouver les coordonnées du point H par une autre méthode. Donc c'est génial, hein, ce type d'exercice où on vous fait trouver le même résultat avec deux méthodes différentes. On sent que les concepteurs de sujets se sont vraiment cassés la tête. On rappelle que le point B a pour coordonnées -3, -1, 3, 0, qu'il est sur la droite D, que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite D. Justifier qu'il existe un nombre réel K tel que HB égale KU. C'est assez rapide. Vous avez le vecteur U qui est un vecteur directeur de la droite D. On insiste bien pour vous le rappeler. Le vecteur HB. H, je vous rappelle qu'il est sur la droite D. B aussi. Donc HB est aussi un vecteur directeur de la droite D. Vu que ce sont deux vecteurs directeurs de la droite D, que ces vecteurs sont collinéaires. Je précise qu'en plus, ce sont des vecteurs qui sont non nuls. S'ils sont collinéaires, vous pouvez affirmer exactement ce qui est marqué là, que vous avez un nombre réel K tel que HB égale K fois le vecteur U. Bon, je critique beaucoup l'énoncé, mais il faut reconnaître que c'est intéressant de montrer que vous savez ce que ça veut dire que ce sont des vecteurs collinéaires. Donc c'est une question qui, mine de rien, est assez intéressante à poser quand même. La question suivante, donc il faut avoir la bonne idée pour savoir le faire. Si vous n'avez pas vu la démonstration en cours, c'est un petit peu difficile d'y penser. Je vais reprendre cette égalité qui est ici. Je vais appliquer le produit scalaire par U à droite de chacun des vecteurs. Donc là ici, en fait, il faut penser aux normes de U carré qui est égale à U scalaire U. Je vais faire apparaître donc du coup, alors moi je voudrais voir le vecteur AB. Je sais que HB, je peux le décomposer en deux parties. Je vais le décomposer en HA plus AB. J'en profite pour remplacer le U scalaire U par norme de U carré. Alors là ici, vous avez le droit d'utiliser la distributivité. Et il reste une dernière étape. Alors vous avez le AB scalaire U qui vous intéresse bien, mais vous avez le HA scalaire U, vous vous demandez où est-ce qu'il va passer. Alors rappelez-vous ce que c'est que U. U, c'est un vecteur directeur de la droite D qui est orthogonale au plan P. H et A, ce sont deux points qui sont sur le plan P. Donc vous avez le droit de dire que le vecteur U, il est forcément orthogonal au vecteur HA. Si c'est le cas, vous avez le droit de dire que le produit scalaire est égal à 0.
Vous n'avez plus qu'à faire la division qui est demandée. Donc vous voulez avoir k tout seul. Donc je vais avoir k qui est égal à AB scalaire U divisé par la norme de U au carré. À la question C, on vous demande donc quelques petits calculs. Donc on veut d'abord trouver la valeur du réel k. Alors AB scalaire U, il me semble qu'on l'a déjà calculé à une question précédente. C'est bien le cas. Et d'ailleurs, on avait trouvé la valeur moins 8. Donc c'était dans la question 1. La norme du vecteur U, je peux me permettre de la calculer rapidement. On peut rappeler que les coordonnées de U étaient 2, moins 1, 2. Donc du coup, pour avoir la norme de U, donc alors normalement c'est la racine des carrés des coordonnées, mais comme vous remettez au carré après, vous pouvez enlever directement la racine. Donc 4 plus 4 plus 1, ce qui fait 9. Donc ici, K est égal à moins 8 neuvièmes. Donc reprendre votre égalité HB égale K fois le vecteur U. Donc K, on vient de dire que c'était moins 8 neuvièmes. Le vecteur U, on peut rappeler ses coordonnées, donc du coup 2 moins 1, 2. Et il nous reste plus que HB. Donc HB, vous faites les coordonnées de B moins les coordonnées de H. Les coordonnées de B, vous les connaissez, c'est moins 1, 3, 0. Et les coordonnées de H donc, sont à l'heure actuelle inconnues. Donc je vais les faire moins X, moins Y, moins Z. Et vous avez donc du coup trois petites équations qui apparaissent. Que je vous invite à résoudre assez rapidement. Là, ici, donc, on passe le moins 1 de l'autre côté, on change le signe, on va retrouver exactement les mêmes valeurs que celles qu'on avait trouvées là. Donc, vous pouvez faire une petite pause pour vous assurer que vous obtenez ces résultats-là, ou bien alors vous pouvez simplement me faire confiance. Que je ne vous conseille pas trop vite parce que là, ici, j'avais fait une toute petite erreur de calcul. Voilà. Donc, après cette petite modification, voilà. Donc, terminé pour cette question 3. On enchaîne avec la question donc, suivante. On a un exercice avec donc du coup, enfin une question où on vous demande encore une fois d'utiliser la formule du volume d'un tétraèdre. J'ai l'impression que cette formule revient extrêmement souvent dans les sujets de bac. On vous dit qu'on connaît déjà le volume, que le volume est égal à 8 neuvièmes. On vous demande de chercher l'aire du triangle ACH. Vous utiliserez donc la formule 1 tiers fois r de la base, l'aire du triangle ACH, fois la hauteur. Alors, le triangle ACH, il me faut sa hauteur. Je vous rappelle ce que c'est que le point H. Donc, c'est un projeté orthogonal, enfin HB ici. Donc HB, vous savez que cette droite est orthogonale, donc du coup au triangle ACH, au plan qui contient ACH. Vous pouvez imaginer votre pyramide qui a pour hauteur donc du coup la mesure de HB. Donc là ici, vous n'avez, pardon, excusez-moi, je crois que oui, non, c'est bien ça. Donc ACH, donc ACH, donc le triangle ici, pour avoir sa hauteur, il suffit d'avoir la mesure de HB. Vous savez qu'il aurait été plus pertinent de nous faire utiliser le triangle BCH, vu qu'on avait déjà la hauteur AH qui était calculée. Je me permets de faire un calcul très rapide. À HB, j'ai été chercher ses coordonnées. Donc, au passage, HB, c'était déjà ce calcul que j'avais fait là tout à l'heure. Donc, je trouve 8 tiers et je n'ai plus qu'à faire une petite équation. Je trouve que l'aire du triangle ACH, donc si j'ai pas fait d'erreur de calcul, est égal à une unité d'aire. Cet exercice de géométrie dans l'espace, c'est terminé. Bon, personnellement, je le trouve assez difficile par rapport aux exercices qu'on a déjà pu voir les années précédentes. Donc, je pense pas que beaucoup d'élèves auront pris le risque de faire celui-ci, sachant qu'ils avaient le choix entre trois exercices. Je pense que la majorité ont dû plus se jeter sur l'exercice 3 et les probabilités, ce que l'on va faire tout de suite. Vous avez comme d'habitude un exercice avec un arbre de probabilité. Bon, ça, ils sont super gentils, c'est qu'ils vous ont déjà fait l'arbre et que du coup, vous pouvez pas vous tromper sur la façon de répartir vos étages. Donc alors, un stage suivi par 25% des salariés. 52% des salariés sont des femmes. Donc là, ici, F, femme. Donc F bar, pas femme. Donc 52% ici, 48% ici. On me dit parmi lesquels 40% ont suivi le stage. Donc 40% ici, 60% ici. Et là, ici, c'est sympa, ils vous mettent même pas les petits points, comme ça, vous savez que vous n'avez rien à mettre. Donc, j'ai même pas réfléchi à l'exercice, j'ai tout de suite complété l'arbre de probabilité qu'on vous demande en question B de recopier de toute manière. Donc, ça ici, c'est la réponse à la question 1B. Je me suis précipité à le faire parce que je sais que ça m'aide dans tous les cas à mieux visualiser le problème. En question 1A, on me demande la probabilité de l'événement S. Question très bête, hein. L'objectif, c'est juste de voir si vous avez lu.
la probabilité de l'événement S, la probabilité le salarié interrogé a suivi le stage, vous avez 25% des salariés qui ont suivi le stage, donc tout bêtement, 1A, P de S, donc correspondant à 25%, 0,25. Donc on arrive à la question 1C. Démontrer que la probabilité que la personne interrogée soit une femme ayant suivi le stage est égale à 0,208. On vous demande donc une femme qui a suivi le stage. Donc F inter S, 0,52 fois 0,4. On vous demandera un petit effort pour respecter les notations. Probabilité de F inter S égale la probabilité de F fois la probabilité de S sachant F. Donc question petit c terminée. On enchaîne avec la petite d. Donc on sait que la personne interrogée a suivi le stage. Donc je sais que j'ai une personne qui a suivi le stage. Je veux la probabilité que ce soit une femme. Je connais cette formule, donc j'utilise la probabilité de l'intersection, donc F inter S, sur l'ensemble des personnes qui ont suivi le stage. Donc j'applique tout bêtement la formule 0,208 divisé par 0,25, ce qui fait, petit effort de calcul mental, 0,832. Vous remarquez que je ne fais pas de phrase-réponse, je compte sur vous pour en avoir fait sur ce type d'exercice. Alors, le directeur affirme que parmi les hommes salariés de l'entreprise, moins de 10% ont suivi le stage. Parmi les hommes, c'est par ici, moins de 10% auraient suivi le stage. Donc là, ici, il est en train de dire que ce nombre-là est plus petit que 0,10. Donc en gros, il faut que vous cherchiez ce nombre-là, la probabilité de S sachant F bar. Donc je vous rappelle que vous connaissez P de S qui est égal à 0,25. S que vous pouvez avoir de deux manières. De cette manière-là, que vous avez déjà calculé, qui faisait 0,208, mais pour arriver à 0,25, il va me manquer une petite partie. Donc c'est ce que l'on fait avec la formule des probabilités totales. Donc S s'obtient soit avec F, soit avec F bar. Vous connaissez quelques valeurs que vous remplacez. P de S 0,25, P de F inter S 0,208, plus la probabilité intermédiaire bar inter S. Je vous épargne le calcul, c'est une simple soustraction. Vous trouvez P de F bar inter S qui sera du coup égal à 0,042. C'est ce qui manque. Donc ce n'est pas exactement ce que je cherche. Là ici, 0,042, c'est le résultat de la branche complète, F bar inter S. Vous réutilisez la même formule qu'à la question 1D. Si vous savez d'avance que vous travaillez avec les hommes, donc du coup vous êtes sur P de F bar. Donc en haut, vous avez la probabilité de F bar inter S. Vous faites le calcul, 0,042 divisé par 0,48 et vous calculez ce que cela donne sur 0,0875, donc c'est-à-dire 8,75%. Donc l'affirmation du directeur est correcte. Une première partie, arbre de probabilité classique, donc qui n'était pas forcément très difficile. Donc on sent quand même que cet exercice de probabilité ne va pas être très long et je pense vraiment que là, ici, c'était l'exercice sur lequel vous aviez des points à gagner. Donc question numéro 2. Donc on note une variable aléatoire qui a un échantillon de 20 salariés de cette entreprise, associe le nombre de salariés ayant suivi le stage. On suppose que l'effectif de salariés de l'entreprise est suffisamment important pour assimiler ce choix à un tirage avec remise, déterminé en justifiant la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire x. Petite phrase que vous connaissez quasiment par cœur. Vous assimilez l'expérience à un schéma de Bernoulli de 20 épreuves identiques et indépendantes. Indépendantes parce qu'on vous dit tirage avec remise, donc c'est-à-dire les conditions ne changent pas. Schéma de Bernoulli parce que du coup vous avez que deux choix, soit il a suivi le stage, soit il ne l'a pas suivi. On considère que les salariés ayant suivi le stage, ce sont les succès. Et on vous dit bien que notre variable aléatoire x correspond au nombre de succès. Je peux donc dire que x suit donc une loi binomiale. Mettre n égale 20, donc ça c'est dénoncé. Et là ils sont pas sympas parce qu'ils vous donnent pas la valeur de P, ils vous la rappellent pas, mais je vais aller la rechercher. La probabilité qu'un salarié a suivi le stage, je vous rappelle qu'elle est donnée au tout début, elle était de 0,25. Donc P est égal 0,25. J'enchaîne les questions. Donc 2B. Donc je veux la probabilité d'avoir 5 salariés qui ont suivi le stage. P de x égale 5. Je vous rappelle que l'on attend un petit effort de votre part pour remontrer la formule. Donc j'ai 5 salariés parmi 20 qui doivent avoir réussi fait le stage. Donc 25% de chance qu'ils aient fait le stage, j'en ai 5. Et ça veut dire que les autres donc n'ont pas fait le stage. Probabilité de l'échec 0,75. Puissance, alors 20 moins 5, il me reste 15 personnes. Je vais juste utiliser la calculatrice pour avoir cette valeur approchée. Donc je vous rappelle
De l'avoir sur votre calculatrice. Donc j'ai utilisé la boîte à outils. Donc j'ai utilisé probabilité, dénombrement. Donc là ici, je mets mon 5 parmi 20 que je multiplie par mon 0,25 puissance 5 que je multiplie par mon 0,75 puissance 15. Vous avez le résultat. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser boîte à outils. Donc dans la boîte à outils, loi de probabilité, loi binomiale, binôme PDF. Donc avec du coup 5 succès parmi 20 avec une probabilité de 0,25 qui vous confirme le résultat. Donc vous pouvez utiliser le mode de probabilité, mais je vous l'ai assez montré. J'enchaîne avec la question petit c. Donc question petit c, on a un programme. Alors, où on définit une fonction qui démarre à p égale 0. On me fait une boucle qui va se répéter de 0 jusqu'à k. Et on me dit qu'à chaque fois, je vais additionner binomial, donc I 20, 0,25. 20, c'est votre nombre d'épreuves, 0,25, la probabilité du succès, et donc I, le nombre de réussites. On commence à 0, donc là ici, c'est la probabilité d'avoir 0 succès, puis après, on continue avec la probabilité d'avoir un succès, plus la probabilité d'avoir 2 succès, etc., jusqu'à la valeur K. Attention, le range ici s'arrête un pas avant la valeur qui est indiquée. Donc ici, je comprends assez vite ce que ça fait. Le programme ci-contre écrit en langage Python, donc une fonction binomiale, donc qui vous rappelle en plus ce que c'est, je ne l'avais pas encore lu, déterminée à 10 puissance moins 3 près, la valeur renvoyée par ce programme lorsqu'on saisit proba 5. Je peux vous inviter à retaper très vite ce programme sur votre calculatrice pour être sûr de votre coup. En fait, je vous dis une bêtise, vous ne pouvez pas utiliser votre calculatrice parce qu'il faudrait redéfinir la binomiale INP qui n'est pas enregistrée dans votre calculatrice. Donc bon, c'est pas grave, on a compris ce que ça faisait. Donc si on saisit proba 5, vous allez faire P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3, x égale 4, x égale 5. Et donc en fait, là ici, ce que ça va vous donner dans cette question C, ça va vous donner la probabilité de x inférieure à 5, inférieure ou égale à 5, que vous pouvez demander à votre calculatrice. Je vais utiliser directement le mode probabilité pour aller plus vite. Probabilité, loi binomiale, 20 répétitions, probabilité de 0,25. Je veux, donc je suis déjà sur un P de x inférieur ou égal, et je trouve donc du coup à peu près 0,617. Je fais une petite phrase réponse. D'avoir au maximum 5 salariés parmi les 20 qui suivent ce stage est d'environ 0,617. On me demande en petit d une nouvelle probabilité. Donc, on vous demande la probabilité de x au moins 6 salariés, donc supérieur ou égal à 6. Voilà, ça, c'est assez facile à calculer parce que du coup, c'est le contraire de x strictement inférieur à 6. Donc, et du coup, vous enlevez p de x inférieur ou égal à 5. Donc après, vous pouvez très bien utiliser votre calculatrice si vous avez une Nuworks pour trouver ça rapidement. Donc du coup, ça fait à peu près donc 1 moins 0,617, ce qui fait à peu près 0,383. On arrive sur la dernière question. On insiste bien sur le fait qu'elle est indépendante des questions 1 et 2. Pour inciter les salariés à suivre le stage, l'entreprise a décidé d'augmenter les salaires des salariés ayant suivi le stage de 5% contre 2% pour les autres. Bon, on est augmenté, c'est déjà pas mal. Quel est le pourcentage moyen d'augmentation des salaires dans cette entreprise dans ces conditions? Vous avez deux augmentations possibles. Vous avez l'augmentation de 5% pour ceux qui ont suivi le stage. Je vous rappelle que 25% ont suivi le stage. Donc ceux qui n'ont pas suivi le stage, les 75% restants, donc en augmentation de 2%. C'est en fait une espèce de calcul d'espérance. Vous allez faire 5 fois 0,25 plus 2 fois 0,75. Vous faites le calcul. Vous trouvez le résultat. L'augmentation moyenne est de 2,75%. Donc je n'ai plus maintenant qu'un seul exercice, celui qu'à mon avis vous avez dû faire peut-être en premier, un questionnaire à choix multiples, aucune justification demandée, 6 questions indépendantes, donc normalement on va pouvoir aller assez rapidement. Donc un QCM, normalement vous devriez être capable de le faire en à peine un quart d'heure, en utilisant votre calculatrice. Première question, on vous donne une fonction f, on vous dit qu'il y aurait une asymptote. Alors, donc ici, vous avez une proposition d'asymptote x égale moins 2. Ce serait une asymptote verticale. Ça, c'est possible pour ce type de fonction que s'il y a une valeur interdite. X carré plus 1, c'est jamais égal à 0. Il n'y a pas de valeur interdite. X égale moins 2, vous oubliez.
Les asymptotes horizontales, y égale, donc dépendent de la limite en l'infini. En l'infini, donc vous savez que vous regardez le monôme de plus haut degré. Vous avez moins 2x carré en haut, x carré en bas, vous simplifiez, ça fait moins 2. La limite en l'infini, ça fait moins 2. C'est une asymptote horizontale, y égale moins 2. Réponse C. J'espère que vous avez utilisé votre calculatrice pour vérifier le résultat. Donc dans le résultat, vous regardez vite fait le graphique. C'est assez visuel. Donc là, ici, je vais faire un petit zoom arrière pour bien le voir. Donc vous voyez que ici, vous avez une position assez droite, y égale, et le y égale est à la hauteur de moins 2. Donc vous pouvez rezoomer ici pour vérifier que ici, c'est bien à moins 2 que vous êtes. Alors je peux me placer sur l'option naviguer. Comme ça, vous allez bien le voir. Donc, c'est bien au niveau de moins 2 que j'ai l'air de me diriger. Donc, question terminée. Numéro 2. On vous demande de rechercher une primitive de x exponentielle x carré. Et pas n'importe laquelle, une primitive qui va vérifier f de 0 égale 1. Bon, déjà, élimination. Vérifier donc toutes ces fonctions-là, si en 0, elles sont égales à 1. Donc là, ici, f de 0, ça fait 0. On élimine. F de 0 ici, donc ça fait 1 demi exponentielle de 0, 1 demi fois 1, donc ça fait 1 demi, on élimine, c'est pas bon. Ici, donc 1 plus 2 fois 0, donc 1 exponentielle 0, donc 1 fois 1, celle-là ça pourrait être. Et là ici, 1 demi exponentielle 0 plus 1 demi, donc là ici ça fait 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Déjà, deux réponses possibles, la C et la D. Donc je vais chercher laquelle des deux ça pourrait être. Je vais tout simplement tester la plus simple des deux. Donc la plus simple des deux à dériver, c'est celle-là. Je vais dériver ceci. Donc ici, ça va assez vite à dériver. Vous avez une forme 1 demi fois une exponentielle de u. L'exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle u. Donc u', vous avez 2x, la dérivée de x carré. Donc fois exponentielle x carré plus la dérivée de 1 demi, ça fait 0. Donc 1 demi fois 2, ça simplifie, ça fait 1. Donc du coup, vous avez plus que le x exponentielle x carré. Donc du coup, la dérivée de celle-là, c'est bien celle-là. Et vous le savez qu'il y a une seule réponse possible dans ce type de problème. Donc du coup, réponse D. Donc c'est validé. Question 3. Attention, un graphique. Ce graphique représente la fonction dérivée f'. On vous pose des questions sur la concavité-convexité de f. Je vous rappelle que f est convexe si f' est croissante, concave si f' est décroissante. Alors, donc là ici, rapidement, concave sur 0 plus l'infini. Alors, ça voudrait dire que ce serait toujours la même chose. Alors, elle est d'abord croissante puis décroissante, c'est pas bon. Donc du coup, celle-là, j'élimine aussi. Croissante, elle est au moins convexe jusque-là, mais après, elle devient concave. Donc du coup, c'est pas celle-là. Convexe sur 0,2. Convexe sur 0,2, ok. Sur 0,2, f' est croissante, donc f est convexe. Convexe sur 2 plus l'infini, non. Sur 2 plus l'infini, vous voyez qu'il y a un changement de variation, donc du coup, elle est d'abord convexe, puis concave. La seule réponse acceptée est la réponse C. J'enchaîne avec, du coup, alors je suis un peu surpris, du coup, une deuxième question sur une primitive. On vous parle des variations des primitives. Alors, variation, il faut dériver. Mais si vous dérivez une primitive, vous retrouvez la fonction de départ. Donc ça veut dire que pour avoir les variations de la primitive, il suffit de regarder le signe de la fonction de départ. Cette fonction est positive. Du coup, les primitives sont forcément toutes croissantes. Donc du coup, je valide la réponse A, toutes croissantes. On me demande une limite en plus l'infini d'une fonction f de x égale 2 ln de x sur 3x carré plus 1. C'est une forme indéterminée, c'est du plus l'infini sur plus l'infini. Alors, donc, on essaye de ne pas se faire avoir. Alors, vous savez en gros que ln de x, c'est une fonction entre guillemets faible, que c'est x carré qui va prendre la décision. Donc, du coup, c'est le dénominateur qui va tendre vers un infini beaucoup plus grand. Donc, déjà, rien qu'avec ce principe, vous savez que la limite, c'est 0. Vous pouvez vérifier sur votre calculatrice. Regardez vite fait le graphique. Donc là, ici, je vais aller me régler sur mes axes en auto. Et donc, du coup, alors là, ici, j'ai l'impression d'avoir une limite qui a l'air de tendre vers un nombre précis.
Mais attention, n'hésitons pas à faire un petit zoom arrière pour être sûr de notre coup. Et là, ici, on voit que ça a l'air quand même finalement d'aller très bas. Alors, vous pouvez vous déplacer pour aller vérifier un peu le curseur. Vous voyez le Y qui va ici. Donc, vous voyez que le Y va bien vers 0. D'accord? Donc, et ça descend de plus en plus. Limite 0. Si jamais vous avez la question en dehors d'un QCM, voici la méthode. Vous factorisez tout simplement par x carré le dénominateur. Donc comme ça, vous faites apparaître le ln de x sur x carré. Votre croissance comparée, vous savez que c'est x carré qui l'emporte. Donc ça va vers 0. Les autres facteurs, 2 au numérateur, 3 plus 1 sur x carré ici. Donc ça va vers 0. 3 plus 0. Donc 2 sur 3 fois 0, ça nous fait bien 0. Donc ici, réponse attendue, la réponse D. Donc, il nous reste plus qu'une question. Donc, on cherche un nombre de solutions de exponentielle 2x plus exponentielle x moins 12. Je ne me pose même pas de questions. Je sais que j'ai le droit à ma calculatrice. Rapidement la fonction. Je vais voir le graphique. Et alors là, ici, le graphique. Alors, en auto. Alors, j'ai l'air d'avoir qu'une seule solution. Donc, bon, en auto, normalement, il est censé vous les montrer tous. Si jamais vous avez un doute, un petit zoom arrière pour vérifier un peu ce que fait la fonction. Alors, elle a l'air de remonter un petit peu ici éventuellement, mais elle reste donc du coup du côté négatif. Vous pouvez aussi utiliser le solver ou vous pouvez, quand vous êtes sur le mode fonction, donc quand vous êtes sur le graphique, vous pouvez calculer et demander à chercher les zéros. Donc il y en a un ici pour 1, 0, 9 et quelques. Et si j'appuie sur la touche gauche, il m'en trouve pas. Sur la touche droite, il m'en trouve pas. Donc il n'y en a bien qu'une seule. Et la méthode pour faire ce genre d'exercice, vous posez grand X égale exponentielle X, qui vous permet d'avoir x carré plus x moins 12 égale 0. Vous cherchez donc votre discriminant delta que vous connaissez bien. Tiens, c'est rigolo, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de second degré dans, dans ce sujet. Donc très rapidement, vous allez trouver que ça fait 49. Donc il est positif, du coup, vous avez deux solutions pour x. Donc je vous rappelle les formules rapidement. Moins b, moins racine de a sur 2a. Moins b, donc moins 1, moins racine de a, donc moins racine de delta, pardon. Racine de 49, ça fait 7, divisé par 2, donc ça fait moins 4, ce qui n'est pas possible parce que mon grand X, c'est une exponentielle. Donc cette solution, je ne l'accepte pas. La deuxième possibilité, c'est de faire, donc du coup, euh, moins 1 plus 7 sur 2, ce qui fait 3. Et vous savez que ça vous fait exponentielle petit x, hein, parce que c'est le grand X qui est égal à 3. Donc ça va vous amener à une solution x égale ln de 3. Donc une seule solution, réponse petit c. J'ai terminé pour ce sujet. Donc normalement, un sujet que j'estime un petit peu long, mais vous avez 4 heures, c'est faisable. L'exercice méchant, c'est très clairement celui de géométrie dans l'espace, notamment sur la question 3, qui fait appel à des notions qui ne sont pas forcément travaillées de manière régulière. L'exercice de proba, donc pas mal de questions assez simples sur le début, peut-être un peu perturbant sur la fin, mais normalement accessible. Le QCM, franchement, gentil comme tout, rien à dire. Et l'exercice 1, donc ici, pas difficile, mais un petit peu long. Et du coup, ça doit stresser en début d'épreuve. Arrête là pour se corriger. Donc j'essaierai de vous faire le corrigé du sujet 2 au plus vite demain. Mais déjà, vous avez celui-là pour travailler et vous préparer pour aujourd'hui.